L'intérêt de l'enfant est souvent invoqué lors d'une séparation. C'est pourquoi nous avons choisi de centrer aujourd'hui nos interventions sur le bien-être de l'enfant. Comment faire pour que la séparation des enfants impacte la séparation des parents, pardon, impacte le moins possible l'enfant? Nous, médiateurs, dans nos cabinets, nous rencontrons des situations d'extrême tension entre les parents. Et la médiation familiale, grâce à un dialogue réel, constructif qui va s'installer entre les parents, va permettre à l'enfant de trouver ou de retrouver un équilibre. Les parents vont comprendre ce qui s'est passé, avoir une communication plus apaisée, ils vont pouvoir passer ce qu'on appelle du conjugal au parental. MFDE Lib est un réseau national de médiateurs familiaux diplômés qui exercent en libéral et qui a choisi de recevoir aujourd'hui le docteur Gilles-Marie Vallet. Le Alors, docteur Gilles-Marie Vallet est pédopsychiatre à Paris. C'est Laurence, tu le peut-être oui, le présenter. voilà. Donc, le docteur Gilles-Marie Valette vous êtes pédopsychiatre à Paris où vous exercez en cabinet privé et également en tant que praticien hospitalier dans un centre médico-psychologique pour enfants et adolescents dans le sud de Paris. Vous êtes l'auteur aussi de divers ouvrages et par exemple Les 50 règles d'or pour se faire obéir sans s'énerver ou Dites pas ci, dites cela. Tout à fait. Alors, pour les questions qu'on va aborder, qui nous ont été posées, dans votre cabinet, docteur, quand vous recevez des enfants, quel est votre constat et quels sont les besoins des enfants lorsque leurs parents se séparent? Alors, je suis amené à rencontrer des enfants effectivement dans différents cas de figure, parfois pour des difficultés qui les concernent directement, parfois lorsqu'effectivement on est dans un contexte de séparation. Et donc effectivement, soit ça peut être des parents qui d'emblée, au moment où se pose la question de leur séparation, s'interrogent sur les conséquences que ça peut avoir pour l'enfant et donc consultent souvent d'ailleurs d'abord eux, pour savoir effectivement comment en parler ou comment annoncer les choses, comment préparer l'enfant, parce qu'ils s'interrogent. Sinon, ça peut être dans un après-coup, lorsqu'effectivement, après la séparation, les parents font le constat que l'enfant, effectivement, va moins bien, ou en tout cas qu'il y a un changement dans l'attitude, le comportement, le mode de fonctionnement de l'enfant. Laurence, en tant que médiateur, par rapport aux besoins de l'enfant, est-ce que c'est exploré? Oui, bien souvent, en fait, quand les parents viennent effectivement et qu'ils ont des enfants, par rapport à la séparation, de savoir comment ils vont organiser cette résidence, des enfants, que ce soit alterné ou uniquement chez l'un, ou en tout cas ce passage-là, ils vont explorer les besoins de l'enfant et voir comment est-ce que ça peut correspondre aussi à l'enfant. Alors c'est sûr qu'après, suivant le niveau de communication entre les parents, les besoins seront explorés peut-être de manière plus objective et quelquefois de manière très subjective. Mais ça va dépendre vraiment de la communication entre les parents. Et en tout cas, ce qu'on essaye en médiation vraiment d'axer, de répéter aux parents, c'est que pour le bien de l'enfant, il est important que l'enfant ne soit pas messager d'un des parents vers l'autre et vice-versa. Alors, Euh, oui, pour vous, est-ce que vous observez une différence si les parents ont suivi une médiation familiale ou sont en médiation familiale? Est-ce que pour vous, il y a une différence? Alors, j'observe effectivement des différences selon un certain nombre de critères. Alors, un des critères reste l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que l'attitude et les questionnements des parents ne vont pas être les mêmes lorsqu'effectivement il s'agit d'un tout petit, et notamment la question du mode de garde. Et à savoir notamment, est-ce que chez le tout petit, il va être préférable que le mode de garde soit prioritairement chez la mère ou que ce soit une garde partagée. L'autre facteur qui peut intervenir, c'est effectivement le niveau de tension, effectivement, comme vous l'évoquiez, entre les parents. Malheureusement, lorsqu'effectivement on est dans, je dirais, un peu dans la période un peu active émotionnellement de la séparation, c'est vrai que
les ressentiments, ou en tout cas le vécu de chaque parent parasite un peu, ou en tout cas colore la façon avec laquelle ils vont appréhender les choses pour leur enfant. Mhm. Et donc, effectivement, le fait d'avoir pu bénéficier d'une médiation, ou en tout cas d'un espace dans lequel l'un et l'autre des parents vont pouvoir prendre un peu de distance vis-à-vis de leurs ressentiments, ou en tout cas du vécu émotionnel de la situation de séparation, permet effectivement une, une attention plus objective vis-à-vis de l'intérêt de l'enfant. Et je note effectivement des différences entre effectivement des parents un parent qui consulte seul, qui demande une consultation à son initiative pour son enfant, sans forcément que l'autre parent soit d'accord. On ne sera pas dans la même dynamique que finalement des parents séparés qui, d'un commun accord, conviennent que pour leur enfant, ce serait pertinent effectivement qu'il y ait un suivi ou un accompagnement. Et en tant que pédopsychiatre, quel est votre point de vue sur la résidence alternée? À nouveau, c'est très, comment dire, euh, c'est une situation qui me semble, comment dire, c'est un choix, ou en tout cas c'est une organisation qui doit être réfléchie au cas par cas. Bien souvent, et notamment dans les situations, alors dans les situations où les parents, la séparation se passe de façon harmonieuse et où les parents effectivement arrivent à trouver des consensus, d'une certaine façon la question ne se pose pas. C'est-à-dire que du fait du consensus, quel que soit le choix, résidence alternée ou effectivement garde majoritaire à l'un ou l'autre des parents, dans la mesure où les choses se font dans un consentement mutuel, on sent qu'il y a un certain nombre de critères qui ont été pris en compte, qui sont des critères, je dirais, de réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, un parent qui, en fonction de sa profession ou en fonction de sa nouvelle situation, va pouvoir ou pas accueillir les enfants une semaine sur deux, ou va au contraire être plus disponible que le week-end ou la moitié des vacances scolaires. Lorsque cette décision se prend d'une façon consensuelle, c'est qu'il y a effectivement eu je dirais un peu une analyse des différents facteurs qui font que ça sera plus confortable, plus adapté pour l'enfant. Lorsqu'il y a encore des tensions, c'est là où les choses sont plus compliquées parce que la dimension subjective intervient forcément et, et, euh, et finalement, le choix ne sera pas forcément pris en compte, enfin, ce qui va être pris en compte ne sera pas forcément l'intérêt de l'enfant. Alors, pour revenir plus précisément à votre question, pourquoi je dis que les facteurs sont multiples? Parce que dans l'absolu, chez un enfant, je dirais, qui a, comment dire, qui a les bases de son développement psychoaffectif, hein, un enfant de plus de 3 ans, on peut imaginer, et qui donc en plus a démarré sa socialisation à l'école, parfois ça peut concerner des enfants plus jeunes lorsqu'effectivement ils ont aussi démarré leur socialisation à la crèche, c'est-à-dire qu'ils sont déjà en interaction avec d'autres enfants et d'autres familles, puisqu'effectivement à la crèche les enfants observent aussi les autres enfants accompagnés par leurs parents. Le mode de garde qui paraît le plus équilibré pour l'enfant est effectivement une garde dans laquelle il pourrait être en interaction, en relation et bénéficier je dirais, de l'affection, de l'éducation, des soins de l'un et l'autre de ses parents de façon équilibrée. Alors, Laurence, en tant que médiateur, pour que la résidence alternée fonctionne, quels sont les éléments nécessaires? En fait, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire le docteur, hein. C'est qu'effectivement, on se retrouve avec, quand les parents s'entendent, en tout cas ont besoin d'avoir un tiers pour pouvoir, arriver à avoir une vision un peu plus globale de ce qui se passe, effectivement, c'est beaucoup plus facile et quel que soit le choix qu'ils vont faire sur la résidence de l'enfant, ce sera vécu beaucoup plus facilement par l'enfant puisque, on prendra en compte ses besoins et là, ce sera très différent. La difficulté vient effectivement quand, il y a une communication qui est très compliquée, voire un conflit qui est, très dur, où là, chacun va essayer de tirer à soi, l'enfant et qui lui va devenir un enjeu et plus, qui va sortir en fait de son rôle d'enfant pour être, considéré comme autre chose. Mais en tout cas, ce qui est aussi à retenir par rapport à la résidence qu'on dit alternée, il peut y avoir aussi des choix très différents.
C'est pas forcément, c'est vrai que dans l'idée des personnes, quand elles arrivent, on peut pas la résidence alternée parce que c'est 50-50. Mais ça peut être 30-40, hein, ou ça peut être 2-3 jours, un week-end plus élargi, ça peut être voilà une année sur l'autre, enfin peu importe. Mais c'est vraiment ce qui est important parce que en médiation, on va faire attention à chacun et c'est vraiment comme si c'était du prêt-à-porter. Les gens viennent avec leur histoire et ils vont co-construire avec leur histoire. Et nous, on est juste un passage de l'un à l'autre pour arriver à les aider à sortir, à accoucher, entre guillemets, d'une solution qui va leur convenir à eux en tant que famille. Donc, si je comprends bien, c'est une solution sur mesure. C'est C'est que une solution sur mesure. chacun est spécifique et il n'y a pas une solution générale, mais c'est vraiment adapté à la famille et comme disait le docteur Vallet, de savoir si la disponibilité, la profession des parents et tout ça. Donc, et pour vous, docteur, Exactement. les éléments nécessaires pour que ça fonctionne, est-ce que vous en avez? Oui, alors effectivement, le fait qu'ils puissent persister quand même entre les parents un minimum d'entente ou de respect de la fonction parentale de l'autre. Je souligne ça parce que ce que l'on vient de dire, effectivement, est l'idéal dans l'absolu. Dans les faits, quand il y a effectivement conflit, bien souvent les parents donc, vont avoir recours à la justice, et c'est à ce moment-là, effectivement, dans le cadre d'un jugement que va se décider le mode de garde. Et ce mode de garde, de fait, ne va pas forcément être, comme vous venez de l'évoquer, du sur-mesure. C'est-à-dire qu'effectivement, un ou une juge va être amené à prendre une décision sans nécessairement avoir tous les paramètres comment dire, en main. C'est en cela qu'effectivement, dans l'idéal, c'est important que se maintienne un minimum de consensus entre les parents. Je dis dans l'idéal parce qu'à la fois, si les parents se séparent, c'est qu'effectivement, ils ont, voilà, il y a quand même des désaccords, il y a quand même effectivement un certain nombre de facteurs qui font qu'ils font le choix de ne plus vivre ensemble. Donc, Il y a toujours une raison si si les parents se séparent. Mais disons d'avoir une communication fluide, c'est ça, un minima, c'est ça que vous voulez dire? oui, et ce qui peut l'aider, et c'est en cela qu'effectivement, ça va être vraiment important qu'il puisse y avoir effectivement des tiers, que puissent rester au cœur de leurs préoccupations et donc de leur réflexion et des choix que cela peut amener, l'intérêt de l'enfant. Ce qui, effectivement, n'est pas toujours évident, parce que parfois, parfois même bien inconsciemment, un parent, en fonction de ce qu'il a vécu ou des ressentiments qu'il conserve vis-à-vis de l'autre parent, peut comment dire, très sincèrement entretenir les mêmes craintes pour son enfant. C'est-à-dire que si j'ai vécu ça, moi, avec cette personne-là, mon mari ou ma compagne, mon épouse ou effectivement mon époux, est-ce que mon enfant ne risque pas de vivre les mêmes choses? Et c'est cette situation, enfin c'est cette perception-là ou cette conviction-là, sincère ou fantasmée, qui effectivement peut biaiser un peu la réflexion qu'on peut avoir sur l'intérêt de l'enfant. Parce qu'encore une fois, c'est important de dire que je dirais les compétences maritales, les compétences d'époux ou d'épouse, de conjoint ou de compagne, n'ont rien à voir avec les compétences parentales. C'est-à-dire qu'on peut être effectivement un très bon parent, même si on n'a pas été effectivement le mari ou l'épouse idéal. Et c'est vrai que c'est là-dessus aussi, hein, que je vous rejoins, où en médiation familiale, on va axer aussi sur le rôle de chacun des parents et de faire vraiment la différence entre ce qui était en tant que couple, hein, puisque là, c'est autre chose, et en tant que parent, on a des devoirs et des obligations qui sont très différentes et qui sont vis-à-vis uniquement des enfants et pas vis-à-vis de l'autre qui était au niveau conjugal, en tout cas. Tout à fait. Et j'ai une expression qui résume bien ça et que les parents comprennent, même s'ils n'arrivent pas toujours à le mettre en application, c'est qu'effectivement, on peut cesser d'être un couple
Mmh. à la vie, en famille. Pour autant, on reste parent. Et c'est là où Ouais. ça va être important d'arriver à faire cette distinction. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est plus ensemble, on n'a plus de lien affectif ou amoureux. Pour autant, on reste parent et on doit effectivement être centré sur cette mission, même si parallèlement, effectivement, on construit une autre famille ou un autre couple. Alors justement, la médiation familiale a notamment pour objectif de favoriser le maintien de l'enfant avec ses 2 parents. Or, il arrive malheureusement souvent qu'il n'y a plus de lien entre l'enfant et l'un de ses parents. Quel est votre constat sur ce plan? Oui, alors c'est effectivement des choses que j'ai pu constater. Alors, j'ai pas de statistiques en tête, hein, heu globalement et ne serait-ce que parce que j'ai envie de dire les nouveaux parents sont, plutôt informés, ils lisent, il y a, de plus en plus effectivement de presse, qu'elle soit internet Mmh. ou en magazine, qui effectivement, entretiennent, permettent une bonne connaissance je dirais, de ce qui pourrait être les bonnes pratiques parentales. Donc la majorité quand même des patients ou des parents que je vois arrivent à maintenir, quel que soit le mode de garde, des liens avec leur enfant. Pour autant, il y a effectivement des situations qui sont souvent donc des situations où il y a eu du conflit et peut-être parfois même où il y a eu de réels dysfonctionnements relationnels. Et dans ces cas-là, c'est vrai que le lien avec un parent souvent devient de plus en plus s'espace et puis parfois même se rompt. L'expérience montre que c'est quand même plus fréquent dans les situations où justement le choix d'une garde majoritaire à un parent a été fait. Et là aussi, parce qu'effectivement, certaines statistiques vont dans ce sens-là, lorsque ce choix est fait, c'est souvent parce qu'effectivement, il y a eu on va dire un dysfonctionnement relationnel entre les membres du couple et que par anticipation, on Ça fait le choix. rejaillit après, ça rejaillit quelque part. Ça rejaillit sur sur le choix du mode de garde. C'est-à-dire que le parent qui a été identifié comme finalement un mauvais conjoint, une mauvaise compagne, souvent parce que ça passe par une décision de justice, va avoir un temps moindre Mmh. avec l'enfant. Alors et en médiation, on n'est pas forcément sur la séparation. Quelle est, ton expérience, Laurence, en la matière? Bah, et c'est vrai que c'est la même chose, hein. C'est qu'on se retrouve avec, mmh, ce lien qui est distendu, hein. Et comment remettre du lien? Donc ça va être, la possibilité, quelquefois on a des demandes et donc ça va passer par des médiations parents-ados parce que pour remettre du lien avec, l'autre parent, la seule chose c'est qu'il faut que les 2 parents soient d'accord pour, ce type de médiation ou voire même une médiation familiale entre les 2 parents pour essayer de construire ensemble qu'est-ce qui est possible. Et tout ça, c'est possible quand il y a quand même une communication entre les parents, mais quelquefois, il y a des parents qui vont dire: «De toute façon, je peux rien faire, il veut pas voir son père ou sa mère» et du coup, là, on se retrouve avec une difficulté, c'est comment maintenir ce lien et qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc et après on peut essayer de construire sur du très concret, hein. Ça peut être un coup de fil, ça peut être, en visio, ça peut être, organiser des vacances peut-être un peu plus longues chez l'autre, ou servir ce qui nous est arrivé aussi, c'était servir, de d'accompagnement, dans des visites médiatisées qui sont en fait, juste, hein, moi j'ai eu cette demande, d'un père qui, avait besoin d'avoir quelqu'un de fiable qui était là, hein, pour que la mère lui laisse les enfants pendant un temps et donc j'ai fait, 3 heures avec lui où j'étais là et lui, était avec les enfants et il a pu remettre ce lien-là et la mère était sûre qu'il y avait une autre personne et que son ex n'allait pas partir avec les enfants. Voilà. Après, ça peut être aussi un passage de changement de bras dans un lieu neutre qui va permettre
à ce que les deux parents ne se voient pas, mais qui permettra à l'enfant de continuer à voir l'autre parent. Voilà. Après, on essaye de mettre, hein, de trouver des solutions qui soient adaptées à chacun, ce qui n'est pas toujours évident, mais qui permet d'ouvrir le champ des possibles aussi. Ce qu'il est peut-être important de préciser par rapport à ce que vous venez d'évoquer, c'est justement la fonction que va jouer cette présence, la présence d'un tiers, d'un médiateur, d'une médiatrice, dans ces moments-là. Parce que ce qui favorise la distension du lien, c'est effectivement le fait que le parent, l'enfant vont moins se voir, mais c'est aussi le fait que dans sa tête, le parent peut effectivement se sentir un mauvais parent parce qu'il a été effectivement un mauvais conjoint. Et l'enfant qui effectivement dit ne pas vouloir voir son parent peut tout à fait aussi avoir le sentiment que ce parent n'est finalement pas si bien que ça, ou en tout cas, eu égard à ce que l'autre parent peut laisser entendre, pourrait être un parent dangereux, etc. Et donc, le médiateur, la médiatrice, va à la fois, comme vous le disiez, être un garant que les choses vont bien se passer, mais d'une certaine façon, va symboliquement être le miroir de la bonne qualité du lien qui peut quand même se développer ou se reconstruire entre effectivement le parent et son enfant. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un tiers qui puisse ratifier le fait que ça s'est bien passé, qui puisse dire effectivement des choses sont possibles ensemble, et vous disiez même des choses très concrètes, on s'appelle, on fait des Skype, et puis ensuite on se voit dans un lieu neutre, etc. Ça vient effectivement probablement restaurer la fonction parentale et donc le lien entre le parent et l'enfant. Et chaque lignée que dans l'enfant ne soit pas coupée d'une de ces lignées, on va dire. Il y a aussi le rôle des grands-parents. Sinon, dans médiation familiale, il arrive souvent qu'un parent parle de conflit de loyauté. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, peut-être est-il enfin, peut-être pouvons-nous préciser effectivement cette notion de conflit de loyauté. C'est quelque chose que tout individu peut être amené à ressentir, consciemment ou inconsciemment, et qui est particulièrement présent chez l'enfant lorsqu'effectivement il y a des désaccords entre parents ou lorsqu'il y a des séparations entre parents. En quoi ça consiste? C'est lorsque l'enfant a le sentiment, encore une fois conscient ou pas, de trahir l'un ou l'autre de ses parents. Or, cette situation peut être assez régulièrement présente lorsqu'effectivement l'enfant, lorsqu'il est chez un parent a l'impression que chez ce parent où il va faire certaines choses, où il va effectivement évoquer, vivre, il trahit le parent qu'il a, entre guillemets, abandonné durant la semaine, durant le week-end où il est avec donc l'autre parent. Et ce sentiment, d'ailleurs, peut être vécu soit vis-à-vis d'un seul parent, soit vis-à-vis des deux parents. C'est-à-dire que lorsque l'enfant est chez sa mère, mais il a l'impression de trahir son père, lorsqu'il est chez son père, il a l'impression de trahir sa mère, parce qu'à la fois, les modes de fonctionnement sont nécessairement différents. Et voilà. Et donc, effectivement, si chez un parent, telle chose est autorisée et telle autre interdite, alors que chez l'autre parent, c'est l'inverse, il peut avoir le sentiment, effectivement, de trahir le parent, donc il ne respecte pas les enseignements. C'est sûr que c'est compliqué. Et ce qu'on essaye de faire en médiation, c'est aussi de remettre l'enfant à sa place, en disant que effectivement, de toute façon, c'est pas l'enfant qui va décider. Il peut dire ce qu'il pense, mais c'est pas lui qui va décider. Et que l'autorité parentale appartient aux parents et que c'est à eux de faire les démarches et pas de demander à ce que l'enfant soit messager ou que l'enfant fasse telle et telle chose. Et ça peut permettre aussi, par rapport à ce conflit de loyauté où effectivement, hein, il y a des moments où celui qui a l'impression, entre guillemets, d'en pâtir, va jeter ça à la figure de l'autre en disant: «De toute façon, il y a un conflit de loyauté», et c'est vrai que c'est pas simple. Donc, éviter de faire porter le poids aux enfants, c'est ça? Oui, c'est ce que l'on peut dire d'une façon un peu schématique, parce qu'encore une fois, les parents n'ont pas le sentiment de faire porter le poids aux enfants. C'est sûr. Dans leur quotidien, ils ont ils ont vis-à-vis de l'autre
du conjoint dont ils sont séparés, comment dire, euh, des craintes liées effectivement à ce qui s'est vécu, qu'ils vont effectivement faire porter à l'enfant. Euh, et dans ce que vous disiez, qui est effectivement de rappeler que ce sont effectivement ce sont avant tout des décisions parentales, c'est vrai que ça permet d'alléger l'enfant de l'idée que finalement, il ait été amené à choisir un parent au détriment de l'autre parent. De même qu'il peut effectivement craindre qu'en aimant un parent, il désaime l'autre parent et se sentir mal. Et c'est là où c'est toujours important de rappeler effectivement que justement, les parents cessent d'être des mariés-femmes ou en couple, et pour autant, ils restent parents et donc ils gardent leur fonction parentale, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est eux qui décident pour l'enfant, dans la mesure où il est mineur, dans son intérêt à lui. Et que finalement, la séparation, d'une certaine façon, c'était aussi dans l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire c'était pour éviter que l'enfant soit témoin de crise, de colère, et qu'il ait justement à prendre parti. Parce que ce qu'on pourra aussi ensuite rappeler, c'est qu'une fois que, à chaque fois que l'enfant est chez l'un de ses parents, eh ben, c'est l'autorité de ce parent qui prend le relais. Et qu'effectivement, voilà, si les choses fonctionnent comme ça chez un parent, ben c'est comme ça qu'il faut effectivement fonctionner. Et puis, Et chez la l'autre parent, les choses liberté, peuvent être totalement différentes, mais à la fois, on est à nouveau sous l'autorité de ce parent-là, puisque c'est lui qui a notre garde au moment où il a notre garde. et la liberté de l'enfant d'aimer ses deux parents. Mais comme vous Ah, dites, si c'est radicalement différent chez l'un et chez l'autre. Mhm. tout à fait. La dernière question qu'on voulait aborder, c'est quels Oui. sont les points de vigilance à avoir pour les enfants, bien sûr toujours, en cas de famille recomposée? Alors, Un autre sujet. voilà, et à la fin, il y en a plusieurs, mais on pourrait faire le lien avec ce qui vient d'être évoqué, à savoir cette notion de délégation de l'autorité. Mhm. Parce qu'effectivement, lorsque l'enfant est donc chez l'un ou l'autre de ses parents, si ce parent est à nouveau en couple, et donc, puisqu'on parle de famille recomposée, peut-être avec d'autres enfants, qui sont les enfants de sa compagne ou son conjoint, le parent de l'enfant, bien évidemment, a conservé son autorité parentale, comme l'autre parent quand il est avec son enfant. Et s'opère alors ce qu'on pourrait appeler une délégation de l'autorité parentale au conjoint ou à la compagne du parent. C'est-à-dire qu'effectivement, bien évidemment que la nouvelle compagne, le nouveau conjoint ne remplace pas l'autre parent, mais il peut, sous couvert de l'autorité du parent, avoir effectivement une responsabilité sur cet enfant. Et donc, l'enfant, pour autant, doit effectivement le respecter et l'écouter et donc lui obéir d'une certaine façon. Je ne sais pas si j'étais clair, mais parce que souvent les tensions peuvent survenir à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'effectivement, et notamment avec des adolescents, on entend assez souvent cette expression, mais t'es pas ma mère, t'es pas mon père, Mhm. t'as rien à me dire. Exactement. Effectivement, doit répondre à ce moment-là le beau-parent. Je dis ça, c'est plus simple, mais il doit effectivement répondre, effectivement, je ne remplacerai jamais ta mère, je ne remplacerai jamais ton père. Pour autant, comme on vit sous le même toit et que je suis Un un adulte. parent, un adulte chargé de fonction parentale, eh ben, tu dois quand même respecter ce que je te demande, parce qu'effectivement, je te le demande sous couvert de l'autorité de ton propre parent. Ça, Et c'est l'un des pièges ouais, effectivement à éviter. Après, dans ça sent. l'absolu, ce qui fonctionne bien, c'est lorsqu'il y a une entente entre les différents enfants. C'est ce que j'ai pu voir. C'est que c'est cette entente qui fait que finalement, les choses peuvent être harmonieuses. Or, et c'est effectivement comment dire, je dirais presque tout le bonheur de l'enfance, c'est que les liens entre enfants peuvent assez facilement comment dire, se libérer de ce qui serait purement je dirais, du biologique ou de la filiation. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit souvent, enfin, les familles recomposées qui fonctionnent le mieux sont celles où justement les enfants, soit parce qu'effectivement il y a une harmonie au niveau des âges, une harmonie au niveau des centres d'intérêt, les enfants s'entendent, et comme ils s'entendent, ben, il y a une espèce voilà, de fonctionnement familial de cette famille recomposée qui est serein. Ouais, qui arrive à se mettre en place. Et c'est vrai que ça, quand on voit, en fait, de deux manières, on voit arriver ces personnes qui veulent faire famille, nouvelle famille.
hein. C'est soit en médiation de projet familial et là, il n'y a pas vraiment de conflit, mais en tout cas, ils veulent construire cette nouvelle famille. Ils se posent des questions dessus et donc là, ils vont co-construire ensemble pour voir qu'est-ce qui est possible, Oui. hein, par rapport. Ou Mhm. sinon, effectivement, en médiation familiale, quand là, il y a un peu plus de difficultés et ces familles vont essayer de voir comment, faire famille avec en même temps, les ex qui sont quand même là, puisqu'ils sont quand même les parents des enfants et puis en plus, s'il y a un enfant qui est né, de cette nouvelle famille, là, ça peut être, effectivement, plus difficile et d'où l'intérêt de pouvoir mettre ça à plat et d'en parler. Tout à Donc de fait. bien définir la place de chacun, c'est ça? Oui, Mmh. Oui, et peut-être justement, en définissant la place de chacun, identifier que de ce fait, il peut y avoir des différences, mais que ces différences qui sont des différences, on va dire, organisationnelles, ne sont pas des différences d'amour. Je l'explique par un cas concret. Vous venez d'évoquer effectivement les situations où dans une famille recomposée naît un enfant qui naît de l'union de ce nouveau couple. Or, assez fréquemment, et c'est des choses que j'ai pu observer chez chez des enfants qui, de ce fait, consultaient, c'est que va naître un sentiment de profonde injustice dans le cœur de l'enfant puiné, je dirais. C'est-à-dire que l'enfant qui est donc issu du couple qui s'est séparé va vivre assez fréquemment comme une grande injustice le fait que son frère ou sa sœur, né du nouveau couple, eh ben, peut profiter pleinement de ses deux parents. oui, Parce c'est que sûr. l'enfant du couple divorcé, lui, ne verra ses parents qu'alternativement. Alors, dans le meilleur des cas pour lui, une semaine sur deux, dans d'autres cas, un week-end sur deux, et ça va être vécu fondamentalement comme une injustice par rapport à l'enfant qui voit son parent tout le temps. Et c'est là où c'est important, lorsque vous parlez de repréciser la place de chacun, de dire effectivement, c'est pas qu'il y a moins d'amour, c'est juste qu'il y a une organisation qui fait que si on veut que tu puisses profiter de tes deux parents, comme tes deux parents sont séparés, eh ben on ne peut pas faire autrement. Mais je t'aime autant, et c'est peut-être ce qui autorise, ce qui n'est pas toujours facile à comprendre, le fait que dans ces moments-là, quand on voit, quand l'enfant du couple séparé est présent, on peut peut-être s'autoriser à être à ce moment-là plus présent avec cet Mmh. enfant-là qu'avec l'enfant qu'on voit tout le temps. Ne serait-ce que pour voilà, rééquilibrer un peu les choses. C'est vrai que ça, c'est intéressant parce que ça permet du coup à cet enfant-là ou ces enfants-là de comprendre qu'il y a quelque chose qui peut être quand même plus dans la qualité que la quantité de la présence, mais que du coup, il y a le lien qui est là et on rebondit sur ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au maintien du lien avec un parent ou avec les deux. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces échanges. Donc, comme on le disait, la médiation est vraiment un outil puissant au service de l'apaisement des familles et que clarifier et comprendre la situation permet aux deux parents de parvenir surtout à une communication plus sereine. Plus c'est fluide, moins, entre guillemets, l'enfant va pâtir de la situation qui est ce qu'elle est. C'est en effet grâce à un dialogue et un vrai dialogue constructif entre les parents que les enfants vont pouvoir trouver leur équilibre. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.